Euh, et entre un laxisme et un autoritarisme, il y a tout un monde. Il y a tout un monde où on peut trouver, où on peut avoir des systèmes de seconde chance, en tout cas des questions, des propos éducatifs et et quand tout n'est pas blanc ou noir. Là, on touche vraiment pour moi à la limite du soutien que je peux avoir vis-à-vis de l'exécutif. Parce que si on parle de savoir si ce qu'il faut utiliser les contributions sociales ou la TVA, c'était un des sujets de distinction entre le programme François Fillon et le programme d'Emmanuel Macron, par exemple. Bon, cette idéologie économique, on peut éventuellement s'en accommoder. C'est un sujet technique, hein. Je crois pas que ce soit un sujet qui peut casser une société, qui peut faire. Voilà, c'est un sujet technique. Donc, à la limite, comment dire, c'est une personnalité que je préfère d'un côté ou une de l'autre. Si c'est ça leur mésentente, vous poser des questions. Alors stratégiquement, qui vais-je suivre, avec qui vais-je travailler. Bon. Et là, quand il s'agit de sujets pour moi, c'est un sujet qui me touche au cœur, que je sais pas, ça me touche aux tripes. Et ce genre de sujets sociétaux m'avait déjà marqué sur le PMA-GPA. Et là, je sais pas, mon sang a fait qu'un tour, c'est plus fort que moi. Là, je suis pas en mesure, si jamais, je sais vraiment pas à la base l'idée du président, hein, mais bon, une partie de son groupe l'a suivi. Mais si ça, c'était l'idée du président, par exemple, si le président de la République actuel se présente demain et met ça dans son programme en disant je veux aller encore plus loin, moi, c'est un point de non-retour. Que j'apprécie la personne, que je la déteste, non, mais même si c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que politiquement j'avais des choses à faire, des postes m'étaient offerts, si il y a des sujets là qui vont toucher au fondement de l'humanité, de la société, à ce point-là, c'est mon point de non-retour. Donc, clairement, c'est un point sur lequel c'est un combat, il faut se battre contre. Ce délai de 12 à 14 semaines, il n'est pas anodin, il était fixé dans le cadre des discussions sur la loi Veil à l'époque, dans les années 70, et il représente un moment où le corps humain, l'enfant, à naître, s'anime. C'est le moment où on passe d'une espèce de mur, d'un amas de cellules, alors qui est déjà viable en soi, je comprends, chacun fixera la limite où il veut, mais passe à un ensemble organisé, avec un corps, avec des bras, des jambes, des mouvements, des battements cardiaques, une organogénèse qui est en train de se faire, et voilà, c'est un petit homme à naître qu'on ne voit pas, parce qu'il est caché parce qu'il est dans le corps de la mère, mais il existe. Et le nier, c'est déjà nier l'humanité, c'est nier cette biologie dont je vous parle, et tout ce qu'on ne voit pas n'existe pas, c'est un peu ça. Donc qu'est-ce qui empêche entre ce cap-là et celui de demander un avortement à 9 mois, 3 jours avant l'accouchement? Je veux dire, dans ce cas-là, où est la limite idéologique? C'est-à-dire que la limite idéologique d'après, c'est quoi? Le ressenti de la douleur du fœtus, c'est l'apparition de la conscience chez le fœtus, c'est très difficile. Hein. Mais finalement, une fois que vous avez cassé déjà les barrières essentielles de l'attachement, du respect de la vie, quand il reste aussi peu, qu'est-ce qui empêche qu'on aille vers ça? Et derrière, il y a toute une dérive, c'est la même dérive qui fait pousser les gens dans le transhumanisme, c'est la négation de l'importance du corps humain, de la réalité biologique de l'homme. Et c'est aussi de l'utilité, de l'aspect utilitariste d'un être humain. Donc pourquoi finalement rester attaché aux personnes âgées qui ne servent plus à grand chose, qui coûtent de l'argent? Il y a toute une dérive comme ça qui vient avec des détails comme ce passage de l'IVG de 12 à 14 semaines. Et c'est un peu le chameau qui rentre dans la tente. Il met le museau, puis après, à la fin, vous le retrouvez dans la tente. Il vous la fait tomber. Et les 10 progressistes morcellent petit à petit nos repères. Et ce sont des petites victoires qui sont en fait des grandes étapes, un travail de sape d'un ordre établi qui n'est pas établi par la volonté d'une personne, mais par
c'est l'ordre établi qui correspond à la réalité. Et donc, il faut qu'on décide aujourd'hui si on veut vivre demain dans une grande illusion, où tout est relatif, où tout est possible, y compris le meurtre froid, l'acceptation que la vie ne vaut pas grand-chose, ou est-ce qu'on veut vivre dans la réalité? Et pour moi, la réalité, c'est qu'en effet, il y a des gens faibles qui sont parfois inutiles, comme un petit à naître, comme une personne âgée, comme une personne handicapée, et que les gens qui ont la réussite heureuse ou la réussite facile doivent avoir ce souci de leur prochain faible autour d'eux. Et c'est ça que je vous disais quand je vous parlais de vision sociale, et que cette vision sociale, elle n'est pas du tout elle est pas du tout incompatible avec une vision conservatrice et une vision de droite. Elle se reflète dans le respect de la vie. Ce respect de la vie, c'est le premier pas vers le prochain. Voilà. Et c'est pour ça que c'est aussi important. C'est pas juste parce que idéologiquement je suis pro-life, c'est pas parce que je suis anti-avortement. Je pense que si on peut l'éviter, c'est mieux. Et les questions d'éducation, etc. Voilà. Et si on peut avoir des centres de planning familial qui ne soient pas militants pro-IVG, mais qui offrent un vrai choix, un vrai choix libre et éclairé aux femmes qui se présentent, c'est mieux. Donc c'est pas juste d'être pro-life parce qu'on veut se cataloguer en étant d'une droite dure ou parce qu'on veut être progressiste en se cataloguant d'une gauche progressiste. C'est plus compliqué que ça. Moi, ce que je vois, c'est le respect de la vie derrière et tout ce que ça engendre comme conséquence sur le reste de toute une idéologie politique. Donc, vous avez des petites choses comme ça, le diable se cache dans les détails. Et ce 12 à 14 semaines, il est symbole de toute une vision de la société. Et c'est gravissime, en fait. Il suffit pas de dire les Pays-Bas, ils font 22 semaines, tel autre pays, en Espagne, ils peuvent y aller. Et j'en ai rien à foutre de ce que font. Si les autres font de la merde, il n'y a pas de raison que j'accepte qu'en France on fasse de la merde. On est censé être le pays de l'éthique. Donc, et ce qui est grave, c'est que les gens d'En Marche ne veulent pas. C'est comme pour la PMA. PMA, GPA, c'était le projet parental. Ils placent la discussion à un sujet très sociologique, comme ça. Là, cette fois-ci, c'était pas le projet parental, c'était le droit de la femme à disposer de son corps. Alors, on est bien d'accord, il y a un écueil déjà idéologique, c'est que c'est pas juste le corps de la femme, c'est un être à venir qui ne lui appartient pas, qui n'appartient pas qu'à elle, qui est l'union d'un homme et d'une femme. Et si on va aller plus loin, finalement, l'enfant à naître peut être féminin ou masculin. Et donc peut-être que cette future petite femme a aussi le droit de disposer de son propre corps et son propre devenir. Vous voyez, ça frotte. Ces gens-là n'ont pas de colonne vertébrale philosophique. Et c'est ce que je trouve gravissime, c'est que on nous envoie sur un débat sociologique de bas étage le vrai statut là, c'est le statut de l'embryon, le statut du fœtus, le statut de la vie humaine. Personne ne veut rouvrir ça. Le ministre Véran n'a pas demandé ça au comité d'éthique. Et c'est gravissime parce que la vie devrait être sur ce sujet-là et ne doit pas être sur le droit de la femme à disposer de son corps. Mais bon, voilà, c'est dans l'air du temps. Vous avez des sujets qui sont tellement simples. Vous avez des dames comme Madame Coffin là, qui pensent que la masculinité est la cause de tous les maux. Que si tout est signé avec des femmes sur Terre, le monde irait mieux. Bon. Et écoutez, moi je pense que cette dame elle a des petits problèmes à régler avec elle-même. Elle n'est pas obligée d'infecter la pensée du reste du monde, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui l'écoutent, il y a des jeunes qui l'écoutent, il y a des jeunes en construction qui l'écoutent. Elle a malheureusement une chambre d'écho là qui est beaucoup trop importante. Est-ce qu'on doit accorder autant d'audience à quelqu'un qui, à son moment, a des petites choses à régler avec elle-même et peut-être avec l'aide de quelqu'un, je sais pas. Ça me semble un petit peu à la limite
Je veux pas psychiatriser les gens, c'est pas très correct de faire ça, mais il y a des petites choses à mon avis. Vous savez, des fois, avant de vouloir aider les autres dans un projet politique, il faut se connaître soi-même. C'est ce que je vous disais au début. C'est important de chercher son identité politique, mais pour ça, ça nécessite de mûrir et d'être épanoui soi-même. On peut pas, voilà. Moi, aujourd'hui, je m'estime assez épanoui moi-même. Je me torture moi-même sur des sujets. C'est possible que je change d'avis sur certains, mais dans les grandes lignes, je suis en adéquation avec moi-même. Et vraisemblablement, il y a des gens qui ont voulu aider les autres avant de s'aider eux-mêmes. Et c'est pas bien. C'est souvent ce qui pousse ça se dit pas trop, hein, mais j'ai rencontré ça beaucoup dans les gens qui font de l'humanitaire. Parfois, c'est un peu la fuite en avant, comme ça, et de vouloir aider l'autre parce qu'on n'a pas su s'aider soi-même. Et je pense qu'on aide mieux les autres quand on a su s'aider soi-même et qu'on sait ce qu'on veut, ce qu'on est, quelle vision du monde on a, quelle vision de la famille on a, on a plus les yeux en face des trous une fois qu'on a réglé ses propres problèmes pour mieux aider les autres. Et en politique, ça va être pareil. Mais les gens qui mettent la charrue avant les bœufs. Et en faisant ça, ils desservent les causes qu'ils souhaitent servir. Moi, je crois, c'est pas une sorte de croyance, hein, c'est que c'est très rigolo parce que j'avais moi-même des doutes tout au début de l'année. Et à l'époque, c'était le président qui m'avait proposé de m'intéresser à ce qu'il faisait, parce que lui nourrissait pas mal d'espoir à ce moment-là. C'est étonnant parce que son gouvernement était très agressif, lui, par rapport à... comme quoi, c'est pas toujours si simple de diriger, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, je me suis assez attaché au propos du monsieur. D'ailleurs, je pense que dans son créneau, il est très bon, le créneau des maladies infectieuses. Sur le créneau philosophique, je suis pas fan de tout. J'ai lu une partie de ses écrits. Il a tendance à un peu tuer le maître. Il est très anti-darwinien. Il croit pas à la sélection naturelle. Il aime bien les philosophes structuralistes. Il aime bien Deleuze, Derrida. Très bizarre. Et bon, chacun trouve sa synthèse. Je pense que lui vient de la droite et puis il a peut-être gauchisé certaines de ses idées épistémologiques et puis moi je fais l'inverse. Chacun fait son chemin. Mais par contre, sur le point de vue très pratico-pratique, c'est un très bon infectiologue, c'est un centre admirable, hein, l'IHU de Marseille, avec des gens qui sont brillants, ont du courage. Et bon, il a dit beaucoup plus tôt que tout le monde qu'il fallait beaucoup tester. Il a dit beaucoup plus tôt que tout le monde que les enfants en bas âge n'étaient pas infectés ou peu infectés. Il a dit beaucoup plus tôt que tout le monde les différentes variantes génétiques des différents coronavirus, parce que c'est pas le premier coronavirus sur lequel il travaille. Sur le traitement, leur idée était très très bien. Je veux dire, dans une perspective médecine de guerre, il faut trouver un traitement pas cher, ubiquitaire, disponible partout, et qui peut avoir une efficacité sur ou la virémie ou les symptômes ou les deux. Bon, moi j'y crois. Moi, j'en ai déjà mangé du poissonnier, c'est vraiment anodin. Et voilà, donc par contre, je cochais, c'est que j'ai démonté quelques affaires autour de l'agression contre ces choix thérapeutiques, qui clairement, et je ne suis pas conspirationniste, mais par contre, je vois les cours de bourse comme tout le monde, étaient clairement des opérations qui doivent venir de quelque part, et pas juste d'illuminer, avec des faux articles, des fausses études scientifiques, dont deux qui ont été publiées dans les plus grands journaux scientifiques, étaient des escroqueries géantes avec des sociétés qui prétendaient faire du big data, qui n'ont jamais eu ni de big data, ni de données hospitalières, ni de moyens techniques de le faire, avec des faux employés, dont une actrice porno, qui se prétendait directrice des ventes de la fameuse boîte de big data, qui ont réussi à publier avec des gens extrêmement importants dans le milieu scientifique, médical, qui ont été abusés extrêmement facilement, jusqu'au point de publier je veux dire, quand on fait des articles de ce niveau-là, ça fait devenir des gens professeurs, normalement. C'est quand même dingue. Et des recommandations qui ont été suivies par l'OMS. Je veux dire, c'est des scams géants et personne n'a été puni dans cette histoire. Toujours personne. Et le ministre Véran s'est appuyé sur ces articles. Non mais les gens oublient très très vite ce qui s'est passé dans ces crises. Mais il y a eu des scams géants de deux articles scientifiques, dont un qui démontait l'hydroxychloroquine et l'autre qui faisait l'apologie du remdesivir.
Donc on pourrait dire c'est un hasard. Peut-être ces gens ils voulaient juste flirter avec les futurs vainqueurs de demain. Ou peut-être que c'est plus compliqué que ça. Je sais pas. Mais en tout cas, pourquoi personne n'a été puni dans les gens qui ont pris des décisions sur la base de ces faux documents? Mais c'est pas rien de faire un faux article. C'est pas juste un article conspirationniste dans Sputnik je veux dire c'est pas. Je viens de faire un résumé pas gentil, en plus que j'accorde de temps en temps des interviews à Sputnik, à un de leurs journalistes qui est très bien. Et je veux dire, c'est pas anodin, ça va changer des comportements mondiaux, ça menace les vies de faire des faux comme ça. Donc ce traitement, c'est peut-être pas la panacée, mais moi je reste persuadé qu'en prenant tôt, après la contamination, il peut en effet réduire la durée de portage du virus et l'évolution vers une forme grave. En tout cas, si c'était même à mon meilleur ennemi, je lui conseillerais de le prendre et à mes proches, à ma famille, voilà quoi. Bah, donc, de toute façon, non, je pense que c'est un terrain d'opération extérieure qui est important, malheureusement, qui existe déjà depuis de nombreuses années, qui est appelé à encore exister pour de nombreuses années. Certains appellent ça un enlisement. Malheureusement, faut-il lâcher ce terrain avec ce qu'on sait de trafic d'êtres humains, d'armes, de drogue, de capitaux, d'influences étrangères pour des choses qui menacent profondément notre culture. Je pense que le jeu en vaut la chandelle. Oui, on a des gens qui meurent au combat, mais ils partent pour ça. Ils partent avec cet engagement pour la France, etc. Alors, il faut être à la hauteur. Donc, en termes d'organisation et de gestion de ce conflit, il faut que nos dirigeants militaires et politiques soient à la hauteur. Ça implique d'être exemplaire, c'est pas toujours le cas. Mais quand on met dans la balance entre l'engagement de nos forces et la libération d'otages, vous savez, même les militaires le font pas. Un commando va jamais se plaindre d'avoir été exposé au danger pour faire sa mission. Une partie de sa mission, c'est de laisser personne derrière, et notamment pas de laisser de ressortissants français derrière, qui qu'il soit. Y compris si c'est un inconscient, si c'est quelqu'un de léger, quelqu'un qui ne partage pas ses opinions. C'est vraiment un supplément d'âme qu'il y a chez les militaires qui partent sur ce genre de terrain. Et donc, même quand il y avait eu la mort des 2 commandos marines au Burkina, ils sont jamais personne dans tous les commandos que je connais a dit c'est à cause de ces salopards d'imprudents de nos camarades non. C'est pas le mindset, la façon de penser, d'être d'un militaire engagé dans ce type de mission. Mais nous, comme politiques, oui, ou comme grand public, on peut être déçus de voir une forme d'ingratitude là dans le type de tâche qu'on retrouve là. Mais bon, alors moi j'ai le raisonnement du médecin. Et ce que je vous dis profondément, c'est que du fond de mon analyse comme médecin, en allant chercher la psychologie aussi de cette personne, clairement, je veux dire, c'est une personne qui a eu le temps d'avoir le cerveau bien lavé, quoi, par la détention, par les conditions de vie, par une résignation, par ce que d'aucuns appellent le syndrome de Stockholm. Et clairement, elle est dans une attitude pathologique, cette personne. Donc, faut-il prendre pour argent comptant les déclarations loufoques qu'on a pu entendre? Je dis non. On a quelqu'un de profondément malade en face de nous. Et donc, prendre les paroles de quelqu'un entre guillemets, dans une attitude pathologique comme un objet de combat idéologique, c'est pas très adroit. Je pense que cette personne, elle aurait dû être mise à l'écart des médias, pas faire déclaration, se soigner, rester discrète. Et du reste, c'est ce qu'on a vu. Des fois, il y a d'autres otages, ils disparaissent pas dans la nature juste parce que c'était des agents cachés qui ont été récupérés. C'est simplement des fois des civils qui étaient là au mauvais endroit au mauvais moment. Et les pays d'origine leur ont dit, mais vous fermez votre gueule, vous disparaissez, on ne va plus vous voir. On était vous chercher, on est bien gentil, mais maintenant, vous commencez pas à faire le beau sur les plateaux de télé.
Donc là, il y a peut-être eu trop d'attentes sur le retour de cette dame à cause des années qui ont passé, etc. Mais clairement, elle a choqué des gens. Hein, et c'est vrai que j'ai des amis qui sont... beaucoup d'amis qui sont tombés sur ce terrain d'OPEX. Je pense notamment à des chasseurs alpins à Gap, je pense à un des médecins du SSA, capitaine Curas, je connais bien quelqu'un de sa famille. Je connais des veuves de militaires tombés en OPEX sur le terrain irako-syrien, sur d'autres terrains. Bon, c'est un peu difficile. La pilule est quand même dure à avaler d'entendre des déclarations comme ça, donc voilà. Mais juste de la discrétion et que les gens qui sont pas dans une situation de pouvoir représenter ou de dire quoi que ce soit d'intéressant se taisent. Voilà. Mais beaucoup de respect pour les militaires engagés. Donner sa vie pour son pays, c'est quand même très fort. C'est quand même très fort et il faut une certaine abnégation. Et surtout parfois qu'on est représenté par des politiques qui ne correspondent pas forcément à nos aspirations. À nouveau, hein, c'est un peu mon sujet, donc c'est pour ça que je sais pas que j'ai déjà mis partout. Hein. Si vous me demandez si j'ai beaucoup d'amis chez les fleuristes, c'est un peu moins. Mais j'adore les fleurs. J'adore les fleuristes. C'est la vision naturaliste. Il n'y a rien de plus beau qu'une fleuriste qui sent naturellement là. On s'égare. Donc les racailles. Les racailles. Ah, vous me sortez vraiment. J'essaie de vous dire des trucs beaux et vous m'envoyez vers des trucs. Non, donc si vous voulez, si vous parlez à des... Tout ça pour vous dire, j'avais des copains policiers. Si vous parlez à des amis policiers, bon, ils vous disent quand même deux choses. Ils vous disent que... En fait, il y a une réalité complexe. Cette réalité complexe, c'est que il y a d'un côté, je pense, une perte de contrôle de la situation. Et donc, dans certaines manifestations... probablement des gardes à vue injustifiés. Mais il y a aussi, de l'autre côté, des choses très sérieuses avec des questions d'une délinquance très forte, très régulière, qui aujourd'hui est occupée par le terrain des soi-disant mineurs isolés. C'est un vrai problème, hein, avec des gens essentiellement issus d'Afrique du Nord, qui sont pas plus mineurs que moi, et qui sont responsables de faits de délinquance très réguliers, partout en France, avec des choses compliquées pour les forces de l'ordre, puisqu'ils les attrapent et puis les types sont relâchés après des actes de délinquance parfois graves, parfois pas juste du vol à la tire, des faits de violence avérés contre des gens ici. Vous mélangez ça, ce cocktail-là, le cocktail étonnant, c'est de mélanger ça avec l'existence de ce qu'on appelle la racaille, une délinquance parfois surreprésentée dans les banlieues, parfois surreprésentée par des origines ethniques, malheureusement, et même pas d'une immigration récente, mais d'une immigration ancienne, qui date de plusieurs générations. Et vous avez des fois des cocktails étonnants qui mélangent à la fois ces deux faits, ou qui cohabitent et qui occupent tout le terrain de la petite, la moyenne et parfois la très grande délinquance. Une partie de cette délinquance-là va des fois faire des petits. Hein. Elle mène certaines personnes à des faits de terrorisme avérés. Et donc tout ça n'est pas anodin. Et aujourd'hui, c'est... Bon... Je refuse qu'on limite ça à la question migratoire parce que, vous voyez, si... Fut un temps... il y avait peut-être moins de gens issus de cette immigration-là, mais il y avait aussi des bons Français qui étaient des délinquants à la place. Donc, les temps ont changé. Aujourd'hui, c'est comme ça. Hein. Donc, si vous voulez, malheureusement, la nature horreur du vide. Donc, vous avez toujours des gens brillants, vous avez toujours des gens qui aiment aider les autres, vous avez toujours des gens qui sont plus égoïstes, vous avez toujours des gens qui sont dans le respect de la loi, des gens qui ne sont pas dans le respect de la loi, ou... c'est ça, la nature ayant vraiment horreur du vide, vous aurez toujours des gens qui sont dans une situation
avec des luttes internes. Ça, c'est faire société, malheureusement. Bon, aujourd'hui, faire société et voir la réalité, c'est voir la réalité que la délinquance vient d'une certaine origine, que je viens de flaguer, hein, très clairement. Maintenant, la police, à mon avis, elle a deux problèmes. Il y a beaucoup de policiers qui entrent avec des grandes convictions pour leur pays, qui sont vite douchés, leurs espoirs sont vite douchés parce qu'on leur donne des fonctions qui ne correspondent pas à leurs attentes, donc ils vont s'ennuyer dans leur métier, ils vont être parfois brimés dans l'exercice de leurs fonctions, avec des perspectives d'évolution qui ne sont pas très intéressantes, et puis simplement parfois pas les moyens, je veux dire, parce que la ligne de crête à tenir entre la légitime défense et le pouvoir disposer d'une violence légitime, c'est très compliqué. Et vous avez beaucoup de policiers qui partent déçus, alors qu'ils sont entrés plein de confiance. Et vous avez beaucoup de gens aussi qui, malheureusement, partent par des faits de suicide. Beaucoup trop. Donc c'est un métier que je trouverais passionnant à pratiquer. Je l'avais connu plus tôt, je pense que ça m'aurait intéressé. Mais qui sont de plus en plus... je vois beaucoup de gens qui étaient passionnés et qui deviennent désabusés par les moyens qu'on leur donne, par les capacités d'entraînement qu'ils ont, et puis quand je dis les moyens qu'on leur donne, c'est voilà, si vous avez des gens malins puis qui pensent qu'ils ont les moyens de faire, qui arrivent, qui jouent avec le système pour arriver à exercer leurs fonctions dans les bonnes conditions, et à la fin, si la justice est laxiste et que ils voient dans la rue la semaine d'après le type qu'ils ont arrêté parce qu'il a mis un coup de chlasse à un innocent dans la rue. Je vous parle d'une histoire vraie, hein, une histoire malheureusement qu'on appelle fait divers et anodine et vraie et quotidienne, hein, probablement. Voilà, c'est possible, quoi. Je veux dire, aujourd'hui d'être mineur isolé, de mettre un coup de chlasse à un innocent dans la rue et d'être libre la semaine d'après. Donc, ce qu'il faut interroger, c'est beaucoup aussi le laxisme et la justice. Peut-être aussi l'idéologie d'une partie de ceux qui sont censés juger. Et entre un laxisme et un autoritarisme, il y a tout un monde. Il y a tout un monde où on peut avoir des systèmes de seconde chance, en tout cas des propos éducatifs, et quand tout n'est pas blanc ou noir. Mais quand vous avez des faits de récidive fréquents, des schémas réguliers qui menacent la sécurité des gens au quotidien, il faut beaucoup de fermeté également.